Dans les montagnes reculées du Kentucky, là où la route sauvage traçait son dangereux chemin vers la frontière de l'Ouest, se dressait autrefois une auberge dont les voyageurs parlaient à voix basse avec un mélange de respect et de crainte. On disait que le Millbrook Inn offrait quelque chose qu'aucun autre établissement ne pouvait procurer, une chaleur qui dépassait largement celle de lits propres et de repas chauds. 4 sœurs y tenaient ce sanctuaire montagnard, et les hommes de fatigués qui arrivaient de là, comme de simples étrangers, repartaient avec le sentiment d'avoir découvert quelque chose de précieux, quelque chose qui valait les dangers du voyage de retour. Les sœurs Cunningham s'étaient bien forgé une réputation qui s'étendait sur 3 États. Des marchands retardaient l'art et leurs affaires pour passer quelques nuits supplémentaires au Millbrook Inn. Des éleveurs de bétail n'hésitaient même pas à affronter des cols montagneux hostiles pour ne pas manquer l'occasion de goûter à l'hospitalité légendaire des 4 sœurs. Ceux qui avaient l'année séjourné là parlaient peu de confort que les voyageurs solitaires trouvaient mythe rarement. Une attention si personnelle, si intime, que des hommes adultes en venaient aux larmes au moment du départ. Mais durant l'hiver 1851, quelque chose changea. Des voyageurs commencèrent à arriver dans les villages du Kentucky avec des récits troublants. La route menant à Millbrook Inn, disait Steele, était désormais jonchée de charrettes abandonnées et de chevaux sans cavalier. Les autorités locales rejetèrent d'abord ces témoignages comme de simples élucubrations de pionniers nerveux, jusqu'à ce qu'un motif effrayant émerge. Des dizaines d'hommes avaient souvent disparu sans laisser de traces, et le dernier endroit où on les avait vus était ce chemin de montagne sinueux menant à la porte accueillante des sœurs Cunningham. Avant de poursuivre le récit de ce qui s'est réellement passé dans ces montagnes isolées du Kentucky, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Vous ne voudrez pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Et dites-moi en commentaire de quel état vous m'écoutez. J'adore échanger avec des auditeurs de tout le pays qui partagent ma fascination pour les secrets enfouis de l'Amérique. Ce que les autorités allaient bientôt découvrir révélerait que la chaleur qu'on trouvait au Millbrook Inn avait un prix bien plus terrifiant que quiconque n'aurait pu l'imaginer. L'histoire commence en 1831, lorsque Jeremiah Cunningham succomba à la tuberculose, laissant derrière lui un domaine prospère et 4 filles âgées de 16 à 26 ans. Située dans les hautes terres reculées, entre la vallée de Shenandoah en Virginie et la frontière du Kentucky, la propriété des Cunningham s'étendait sur 800 acres de montagnes fertiles, bétail, champs de céréales, et surtout une auberge stratégiquement placée sur la route sauvage empruntée par les voyageurs vers l'ouest. Margaret, l'aînée, 26 ans, possédait l'esprit affûté d'une véritable femme d'affaires, doublée d'un caractère froid et calculateur qui allait de bientôt se révéler mortel. Catherine, 24 ans, avait hérité de la beauté éthérée de leur mère et d'une aptitude presque surnaturelle à faire croire à tout homme qu'il était l'être le plus important au monde. Sarah, 22 ans, détenait la connaissance des herbes de montagne et de leurs propriétés médicinales, un savoir qui prendrait plus tard un tour sinistre. Enfin, Elisabeth, la benjamine de 16 ans, possédait un charme candide capable de désarmer même le voyageur le plus méfiant. La propriété, bâtie par leur grand-père en 1788, alors que la route sauvage n'était qu'un sentier périlleux traversant un territoire hostile, était devenue, en 1831, l'un des points d'arrêt les plus respectés des marchands, colons et aventuriers se dirigeant vers les terres prometteuses du Kentucky. La maison principale, une solide bâtisse de 2 étages en rondin, reposait sur des fondations de pierre et dominait la vallée. L'auberge comportait 6 chambres confortables, une grande salle commune, ornée de vastes cheminées en pierre, et une cuisine capable de nourrir des dizaines de convives. Ce qui rendait le domaine Cunningham si spécial, ce n'était pas seulement son emplacement ou ses commodités, mais la réputation d'hospitalité patiemment construite pendant 3 décennies. Des voyageurs, à des centaines de kilomètres, parlaient de la chaleur de leur accueil, de la qualité de leur whisky de montagne et du confort incomparable de leur lit
après des semaines de route dangereuse. Jeremiah avait bâti quelque chose de plus précieux que l'or, la confiance. L'établissement employait un petit personnel fidèle. Ezra Hawthorne, un montagnard d'une cinquantaine d'années, travaillait comme intendant depuis les débuts de l'auberge. Son savoir sur la région était encyclopédique et sa loyauté envers les Cunningham absolue. 2 immigrants allemands, les frères Zimmer, Klaus et Heinrich, arrivés 3 ans plus tôt, géraient le bétail et les cultures avec une efficacité toute germanique. L'automne 1831 marqua le début de ce que les habitants appelleraient plus tard l'âge d'or du Millbrook Inn. Les sœurs, d'abord unies par nécessité, découvrirent qu'elles possédaient une capacité remarquable à faire sentir aux voyageurs qu'ils étaient non seulement bienvenus, mais véritablement chéris. Margaret veillait à la rentabilité, Catherine charmant les clients pour prolonger leur séjour, Sarah consolidant leur réputation grâce à sa cuisine et à ses infusions apaisantes, et Élisabeth illuminant les soirées de son enthousiasme juvénile. Mais sous cette façade d'hospitalité montagnarde se mettait en place quelque chose de plus sombre. L'isolement qui protégeait jadis la famille des dangers du monde extérieur leur offrait désormais autre chose, l'intimité absolue. Et cette intimité, pour 4 jeunes femmes intelligentes et sans scrupules, pouvait devenir une arme redoutable. C'est un soir de novembre 1832 que Thomas Kellerman arriva au Millbrook Inn, apportant avec lui la première ombre du drame à venir. C'était un acheteur de bétail venu de Richmond, voyageant seul avec une bourse bien garnie de pièces d'or destinées à des achats au Kentucky. Âgé de 45 ans, récemment veuf, sans enfant ni proche, il représentait exactement le genre d'hôte que les sœurs apprendraient bientôt à identifier avec une précision terrifiante. La température avait chuté sous 0 et la neige commençait à tomber lorsque son cheval parvint péniblement au sommet du sentier. Margaret l'accueillit à la porte, affichant son sourire étudié, remarquant aussitôt la qualité de ses vêtements, le poids de ses sacoches et surtout la solitude dans ses yeux. Un homme voyageant seul, 1 an après la mort de sa femme, portait bien plus qu'une fortune. Il portait un vide que la compagnie humaine pouvait combler. « Bienvenue au Millbrook Inn », dit Margaret, d'une voix à la fois professionnelle et chaleureuse. « Je suis Margaret Cunningham, et voici mes sœurs. Nous ferons en sorte que votre séjour soit tout ce que vous espérez. » Les yeux de Kellerman s'illuminèrent en découvrant la chaleur du feu dans la salle commune, l'odeur du ragoût de venaison préparé par Sarah, et la vision de Catherine disposant des fleurs sauvages malgré la saison. C'était exactement ce dont un veuf solitaire avait besoin, un endroit où de belles femmes attentionnées le traiteraient comme un membre de la famille, et non comme un simple client de passage. Durant les 3 jours suivants, les sœurs offrirent à Kellerman une expérience comme aucune autre. Les repas de Sarah étaient de véritables festins, gibier parfaitement assaisonné, pain frais et ses célèbres gâteaux au miel. Margaret engageait des conversations brillantes sur la politique et le commerce, flattant son intellect. Élisabeth riait à ses histoires, lui donnant l'impression d'être à nouveau un homme important. Mais c'était Catherine qui lui offrit ce qu'il désirait le plus, l'illusion de l'amour. Une nuit, alors que les autres hôtes dormaient, Catherine le rejoignit près du feu avec 2 verres de rhum épicé, la lueur des flammes dansant dans les cristaux. « Vous semblez soucieux, monsieur Kellerman, » murmura-t-elle en s'asseyant tout près. Parfois, partager un fardeau le rend plus léger. Pendant 2 heures, il se confia à elle, sa femme défunte Mary, leurs espoirs d'enfants jamais nés, la maison vide qui sentait encore la lavande. Catherine écoutait, compatissante, frôlant parfois sa main. « La solitude est une chose terrible, » dit-elle enfin d'une voix douce, « mais elle n'est pas éternelle. » Ce qui se passa ensuite ne fut jamais consigné nulle part, mais le lendemain matin, Kellerman affichait la sérénité d'un homme revenu à la vie. Il prolongea son séjour de 2 jours supplémentaires, malgré son empressement initial à rejoindre le Kentucky. Le signe le plus révélateur fut sans doute que Thomas Kellerman commença à faire des plans pour revenir au Millbrook Inn sur le chemin de son retour à Richmond.
Je n'ai jamais connu une hospitalité pareille, confia-t-il à Margaret en se préparant à partir. Vous et vos sœurs avez créé quelque chose de vraiment unique ici. Je recommanderai cet endroit à chaque voyageur que je rencontrerai. Margaret lui rendit son sourire et accepta son paiement, presque le double du tarif habituel, qu'il lui remit avec une gratitude sincère. Nous attendrons votre prochaine visite, monsieur Kellerman. Bon voyage. Mais Thomas Kellerman n'atteindrait jamais le Kentucky. 3 jours plus tard, son cheval fut retrouvé errant sans cavalier près de Cumberland Gap. De Kellerman, aucune trace. Il s'était tout simplement volatilisé, ne laissant derrière lui que des questions et un mystère qui ne ferait jamais l'objet d'une enquête officielle. On supposa, logiquement pour une région aussi dangereuse, qu'il avait été victime de bandits ou de bêtes sauvages. Mais seules les sœurs Cunningham connaissaient la vérité. Ce matin-là, Heinrich Zimmer, l'immigrant allemand, attendait dans les bois à un demi-mille de l'auberge. Habile de ses mains et d'une efficacité silencieuse, il était l'homme idéal pour les tâches qui exigeaient discrétion et précision. Kellerman ne vit jamais venir le coup fatal, un violent impact d'un marteau de forgeron à la base du crâne. Son corps fut enveloppé dans une toile et enterré dans un emplacement prédéterminé, au cœur de la forêt montagneuse, tandis que sa lourde bourse d'or revenait discrètement au Millbrook Inn. Ce soir-là, les 4 sœurs s'assirent autour de la table de la cuisine, comptant l'argent de Kellerman et planifiant leur avenir. Margaret avait fait les calculs. La somme amassée dépassait les profits légitimes de l'auberge pour toute une année. Catherine avait prouvé à quel point il était facile de manipuler un homme seul et vulnérable. Sarah avait démontré qu'avec les bonnes connaissances de chimie et d'herboristerie, il était possible de faire disparaître toute preuve. Et Elisabeth, douce et candide, avait prouvé qu'une âme apparemment innocente pouvait cacher les secrets les plus terribles. « Il ne manquera à personne avant des semaines », dit Margaret en empilant les pièces d'or avec une précision d'homme d'affaires. Pas de famille, pas d'amis proches, et il voyageait seul, dans une région où personne ne le connaît. Parfait. C'était presque trop facile, ajouta Catherine, gardant sur son visage la même expression tendre qu'elle avait utilisée pour consoler leur victime. Il nous aurait donné tout ce qu'on lui demandait. Ce qu'elles avaient découvert cette nuit froide de novembre était bien plus précieux que l'or. Elles avaient découvert comment faire disparaître les gens. L'hiver 1832 permit aux sœurs de perfectionner leur méthode et d'établir les protocoles qui allaient les servir pendant près de 20 ans. Margaret, avec son esprit stratégique, développa un système de sélection. La victime idéale était un homme voyageant seul, transportant une somme d'argent importante, sans attache familiale et sans itinéraire fixe, de sorte que sa disparition ne soulèverait pas immédiatement de soupçons. Le rôle de Sarah dépassa bientôt la cuisine et la gestion du foyer. Sa connaissance des plantes de montagne s'étendit à l'étude des toxines et de leurs effets. Les baies de phytolac pouvaient, si elles étaient correctement préparées, provoquer des symptômes semblables au choléra. La digitale causait une défaillance cardiaque d'apparence naturelle. La ciguë aquatique, enfin, tuait en quelques heures sans laisser de traces. Derrière la maison principale, Sarah aménagea un jardin secret, où ses plantes mortelles poussaient à côté d'herbes médicinales légitimes, un arsenal pharmaceutique dissimulé sous l'apparence d'un simple carré de remède. Catherine, elle, perfectionna l'art de la manipulation émotionnelle. Elle apprit à lire dans le cœur des hommes, à percevoir leurs failles et à devenir tout ce qu'ils désiraient. Avec les pieux, elle se faisait spirituelle. Avec les intellectuels, cultivée et éloquente. Avec les endeuillés, compatissante et tendre. Sa capacité à incarner l'image parfaite qu'un homme voulait aimer devint sa plus grande arme et son talent le plus glaçant. Elisabeth, malgré sa jeunesse, jouait un rôle essentiel dans le succès de l'entreprise. Son innocence authentique servait de couverture parfaite. Les voyageurs les plus méfiants perdaient toute vigilance devant cette jeune fille, au regard clair, incapable, semblait-il, de tromper qui que ce soit. Elle servait aussi de système d'alerte précoce. Grâce à sa nature sociable,
Elle soutirait sans effort des informations sur les origines, les itinéraires et la fortune des clients, sans éveiller le moindre soupçon. La logistique de la disparition était réglée avec une efficacité toute germanique par les frères dans Zimmer. Klaus avait découvert un réseau de grottes naturelles dans la montagne, accessible uniquement par une entrée dissimulée derrière un éboulis. Les corps pouvaient y être transportés de nuit et dissimulés derrière des pierres de branlante où la chimie naturelle de la roche accélérait la décomposition. Les effets personnels étaient détriés avec soin. Les objets de valeur conservés, ceux susceptibles d'identifier la victime enterrée ailleurs ou détruits. Quant à Ezra Hawthorne, son rôle était peut-être le plus crucial. Son intégrité locale était inattaquable et sa parole suffisait à clore toute enquête. Lorsque des questions surgissaient sur la disparition d'un voyageur, Ezra affirmait avec gravité que l'homme avait bien séjourné au Millbrook Inn, mais qu'il l'avait quitté en bonne santé et de bonne humeur. Son visage buriné et sa voix sincère apaisaient même les plus suspicieux. Le printemps 1833 apporta leur seconde victime, un marchand de tabac nommé William Fraser, originaire de Caroline du Nord. Fraser transportait près de 500 $ en pièces d'argent, le fruit d'une récolte fructueuse. Célibataire de 38 ans, taciturne, il voyageait toujours seul pour éviter de partager ses profits. Il arriva un soir d'avril pluvieux, immédiatement séduit par la chaleur et le confort de l'auberge. Après des semaines de route, les sœurs mirent dans leur stratégie au point avec une précision diabolique. Margaret lui parla affaires et apprit tout de sa situation financière et de son trajet. Sarah le régala de repas somptueux qui le découragèrent de repartir trop vite. Élisabeth, avec sa douceur enfantine et sa musique au piano, évoquait pour lui la fille qu'il n'avait jamais eue. Mais c'est Catherine qui scella son destin. Une nuit, elle le trouva seul dans le salon, lisant un recueil de poésie relié de cuir. Avec une timidité feinte, elle le lui demanda de lire à voix haute. Elle aimait les beaux mots, disait-elle, mais avait reçu peu d'éducation. Pendant 2 heures, Fraser lut à la lueur de la lampe, sa voix se faisant plus assurée à mesure qu'elle l'écoutait, captivée. Lorsqu'il eut terminé, elle posa délicatement sa main sur son bras et murmura « Vous avez la plus belle voix que j'aie jamais entendue. » Le cœur de Fraser, endurci par des années de solitude, se fissura. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous, » dit-il, la voix tremblante. « Vous me faites me sentir vivante à nouveau. »« Alors ne partez pas demain, » répondit Catherine, ses yeux brillants d'une sincérité calculée. « Restez encore un jour. Laissez-moi vous entendre lire, encore. » Fraser prolongea son séjour d'1 semaine. Durant ce temps, Catherine augmenta subtilement leur intimité, tandis que Sarah glissait de légères doses d'extrait de phytolac dans son thé du soir. Les symptômes apparurent peu à peu. Maux d'estomac, vertige, rien d'alarmant. Fraser pensa qu'il s'agissait simplement de fatigue. La dernière nuit, Catherine l'invita à dîner en privé dans sa chambre. Sarah avait préparé son plat préféré, accompagné d'une bouteille de vin subtilement empoisonnée à la ciguë aquatique. Assis face à la femme qu'il croyait être son salut, il partagea ses rêves et ses peurs, ignorant qu'il était déjà condamné. Le poison agit exactement comme Sarah l'avait prévu. Fraser mourut d'une crise cardiaque apparente, causée, disait-on, par l'émotion et la fatigue. Son corps fut découvert le lendemain matin dans le lit de Catherine, semblant avoir quitté ce monde paisiblement, après une nuit d'amour. Même un médecin n'y aurait rien vu d'anormal. Tout correspondait aux signes d'une mort naturelle chez un homme d'âge moyen. Il fut enterré avec une solennité trompeuse dans le petit cimetière de l'auberge, une idée ingénieuse de Margaret. Une tombe soignée, surmontée d'une pierre gravée, donnait l'illusion du respect, tout en servant de cachette parfaite. Le cimetière abritait les tombes de plusieurs générations de la famille Cunningham, rendant de nouvelles inhumations tout à fait banales aux yeux des habitants du coin. L'argent de Fraser et ses objets de valeur disparurent dans la trésorerie grandissante des sœurs, tandis que sa charrette et ses chevaux furent vendus, quelques semaines plus tard, à des marchands itinérants. Sa disparition fut attribuée
à une décision de s'installer au Kentucky plutôt que de retourner en Caroline du Nord. Une explication tout à fait plausible que personne ne songea à remettre en question. À la fin de l'année 1833, les sœurs avaient mis au point un système presque indétectable. Elles avaient appris à espacer soigneusement leurs crimes, ne visant jamais plus de 4 ou 5 victimes par an, afin d'éviter toute régularité qui pourrait attirer l'attention. Elles inventaient des histoires crédibles pour justifier la mort de certains clients. Crise cardiaque, accident ou choix de s'installer définitivement dans l'Ouest. Mais surtout, elles avaient appris à se faire une confiance absolue, tissant une conspiration si hermétique qu'aucun soupçon ne franchit jamais les murs de leur auberge. Et alors qu'on croyait avoir tout vu, l'horreur du Millbrook Inn ne faisait que commencer. Si cette histoire vous donne des frissons, partagez cette vidéo avec un ami amateur de mystères sombres. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir notre contenu et abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire comme celle-ci. Découvrons ensemble la suite, car les sœurs Cunningham n'en étaient qu'à leur début. Entre 1834 et 1845, le Millbrook Inn acquit une réputation qui s'étendit bien au-delà de la région du Mid-Atlantique. Les voyageurs en parlaient avec le même respect qu'ils réservaient aux plus grands établissements de Richmond ou de Baltimore. Les sœurs avaient créé quelque chose d'inédit, une auberge isolée dans les montagnes, offrant un luxe et un service dignes des meilleurs hôtels urbains. Margaret avait considérablement développé leurs activités légitimes. L'auberge possédait désormais une écurie de chevaux de qualité pour les clients, exploitait une petite distillerie produisant un whisky de montagne haut de gamme et proposait même des expéditions de chasse guidées par Ezra Hawthorne. Ces entreprises légales assuraient non seulement un revenu substantiel, mais donnaient et surtout aux sœurs la réputation de femmes d'affaires avisées plutôt que de simples aubergistes. Le registre des visiteurs de cette époque, précieusement conservé aux archives de l'État de Virginie, témoigne de leur succès. Des marchands de Charleston, des politiciens de Richmond, des spéculateurs fonciers de Baltimore et même des aventuriers venus de Boston signaient leur nom dans le registre élégant de Margaret. Beaucoup revinrent, plusieurs fois, devenant des habitués qui recommandaient le Millbrook Inn à leurs amis et collègues. Mais derrière ce succès bien réel se cachait une machine à tuer d'une précision effroyable. Les sœurs avaient perfectionné l'art de choisir leurs victimes avec une exactitude presque scientifique. Catherine avait développé une capacité quasi surnaturelle à repérer les hommes qui ne manqueraient à personne, les solitaires, les exclus, ceux qui portaient des secrets, les tenant éloignés de toute attache. Sarah, elle, avait élargi son savoir des poisons pour inclure des dizaines de toxines végétales et minérales, chacune ayant des symptômes et des signes distincts. Élisabeth, sous son apparente innocence, savait tirer d'innocentes conversations des informations personnelles précieuses sur les clients, tandis que Margaret coordonnait l'ensemble avec la rigueur d'une stratège militaire. Au cours de ces années, elles firent environ 43 victimes, un chiffre exact que l'on ne découvrit que plus tard, grâce à un arpenteur travaillant pour la compagnie de chemin de fer. Chaque mort était planifiée avec soin et exécutée selon des protocoles stricts, minimisant les risques et maximisant le profit. Les sœurs établissaient des profils détaillés de leurs cibles, observant parfois un voyageur pendant des semaines avant de se décider. Prenons le cas de Jonathan Waverly, un géomètre venu de Pennsylvanie, arrivé en septembre 1838. Waverly travaillait pour le gouvernement de l'État, cartographiant des territoires reculés. Un emploi qui l'obligeait à voyager seul pendant de longs mois. Il transportait un matériel de relevé coûteux, ainsi que les paiements de son travail et des fonds destinés à l'achat de terres qu'il jugeait prometteuses. Margaret reconnut aussitôt en lui une cible idéale. Ses absences prolongées du monde civilisé signifiaient donc que sa disparition pourrait passer inaperçue pendant des mois. Son activité de géomètre offrait une couverture parfaite. Il pouvait facilement être victime d'un accident dans ces montagnes dangereuses. Et surtout, sa personnalité un peu distante et asociale faisait de lui un homme sans proche
pour lancer des recherches s'il ne revenait pas. Les sœurs mirent leur plan à exécution. Sarah lui préparait des repas raffinés à base de gibier qu'il avait vu Ezra chasser, créant un lien entre sa nourriture et la nature sauvage qu'il appréciait tant. Élisabeth discutait avec lui de son travail, feignant une fascination sincère pour ses compétences de technique et flattant son ego d'expert. Margaret parlait investissement, lui offrant ses conseils avisés de femme du pays. Mais c'est Catherine qui scella son destin. Elle ne l'aborda pas comme une conquête amoureuse, mais comme une âme sœur partageant son amour de la montagne. Elle lui révéla une connaissance apparemment profonde de la flore et de la faune locale, un savoir qui provenait en réalité de ses recherches sur les poisons. Elle l'accompagna lors de petites expéditions de repérage autour de l'auberge, affichant une aisance en plein air que Waverly trouva irrésistible. « Je n'ai jamais rencontré de femme qui comprenne les montagnes comme vous », lui confia Waverly lors d'une de leurs marches, sa réserve professionnelle enfin brisée. « La plupart des gens n'y voient mais que la sauvagerie. Vous, vous en percevez la beauté et l'ordre caché. »« J'ai vécu ici toute ma vie, » répondit Catherine en s'approchant de lui, alors qu'il dominait la vallée du regard. « Les montagnes m'ont appris ce que les livres ignorent, la vie, la mort et l'équilibre entre les deux. » Waverly prolongea son séjour de 2 jours à 3 semaines, officiellement pour terminer ses relevés, en réalité parce qu'il était totalement tombé sous l'emprise de Catherine. Pendant ce temps, Sarah introduisait dans ses repas des doses croissantes d'un poison expérimental, un extrait d'amanite phalloïde, le Destroying Angel, provoquant une défaillance hépatique en quelques jours. Les symptômes imitaient parfaitement ceux de la fièvre des montagnes, un fléau bien réel qui avait déjà tué plusieurs arpenteurs. Même un médecin expérimenté n'aurait pu faire la différence. Sa mort fut considérée comme un malheureux accident de travail. Son matériel fut vendu à un marchand du Kentucky, tandis que ses cartes détaillées rejoignaient la collection grandissante de Margaret sur la géographie et les ressources régionales. Son corps rejoignit les autres, scellés dans les cavernes des montagnes, et son nom fut inscrit dans les registres locaux comme une victime de plus du mode de vie périlleux de la frontière. Le génie des sœurs ne résidait pas seulement dans leur méthode de meurtre, mais dans leur talent à préserver l'illusion du respect. Elles assistaient aux offices religieux du village voisin, faisaient des dons généreux aux causes locales et entretenaient des relations amicales avec les familles alentours. Margaret siégeait au conseil des commerçants de la région. Sarah apportait son aide médicale aux fermes voisines. Catherine enseignait le catéchisme aux enfants et Élisabeth organisait des événements sociaux pour rapprocher les familles isolées. Cette implication communautaire remplissait plusieurs fonctions. Elle leur fournissait des alibis, renforçait leur réputation et leur donnait accès à des informations précieuses sur les voyageurs de passage. Plus important encore, elle fit d'elles des piliers de la communauté, des femmes dont la parole ne serait jamais mise en doute. Les sœurs développèrent aussi un vaste réseau d'affaires qui légitima leur richesse croissante. Elles achetèrent des terres dans toute la région, constituant peu à peu un portefeuille de propriétés lucratives. Elles le prêtaient de l'argent aux fermiers et aux marchands, gagnant intérêt et influence. Elles investirent même dans plusieurs compagnies de bateaux à vapeur sur l'Ohio, diversifiant ainsi leurs revenus tout en consolidant leur pouvoir. En 1845, les sœurs Cunningham comptaient parmi les plus riches propriétaires terriens de l'ouest de la Virginie. Leur réussite était présentée comme un exemple éclatant de ce que des femmes déterminées pouvaient accomplir, même dans les conditions rudes de la frontière. Les journaux locaux publiaient parfois des articles vantant l'esprit d'entreprise des sœurs Cunningham qui avaient se bâti un empire florissant à partir de la propriété montagneuse qu'elles avaient héritée. Mais derrière cette façade de succès respectable se cachaient les os soigneusement dissimulés de plus de 40 hommes ayant commis l'erreur fatale d'accepter leur hospitalité. Chaque mort avait enrichi leur fortune et perfectionné leur méthode, créant un cycle de meurtres et de profits presque impossible à arrêter ou à détecter.
L'isolement qui les avait autrefois protégés de toute découverte leur offrait désormais un avantage encore plus précieux, un environnement parfait pour leurs activités prédatrices. Le Millbrook Inn était devenu une toile d'araignée, belle et accueillante en apparence, mais mortelle pour quiconque s'y trouvait pris au piège. La chute commença non pas à cause de la police ou de proches soupçonneux, mais d'une source inattendue, l'un de leurs propres employés. Heinrich Zimmer, le plus jeune des deux frères allemands, était devenu de plus en plus instable depuis un accident de chasse à l'automne 1849, qui l'avait laissé souffrant de douleurs chroniques et dépendant du laudanum pour se soulager. Plus sensible que son frère Klaus, Heinrich portait le poids psychologique des crimes auxquels il avait participé, un fardeau que Klaus ignorait ou refusait de voir. Le laudanum, d'abord prescrit par Sarah pour calmer ses douleurs, était devenu pour lui une échappatoire à la culpabilité et aux cauchemars qui hantaient ses nuits. Mais cette dépendance engendrait d'autres troubles, paranoïa, sautes d'humeur et un bavardage dangereux qui faisait de lui une menace pour l'opération. La crise éclata un matin glacial de février 1850, lorsque Heinrich apparut à la porte de la cuisine de la maison principale, les yeux fous, tremblant d'angoisse et les vêtements en désordre après une nuit blanche. Sarah se trouvait seule dans la cuisine, préparant le petit déjeuner pour un marchand de passage originaire de Caroline du Nord, un homme que les sœurs avaient déjà désigné comme leur prochaine victime. « Je ne peux plus continuer », murmura Heinrich d'une voix tremblante. « Je les vois toutes les nuits. Chaque fois que je ferme les yeux, ils sont là, à me regarder. 43 hommes, Sarah. 43 âmes qui réclament justice. » Sarah garda son calme, mais son esprit tournait à toute vitesse. Heinrich connaissait tout, les lieux d'enterrement, les méthodes de meurtre, les moindres détails pouvant suffire à envoyer les 4 sœurs à la potence. « Tu n'es pas bien, Heinrich, » dit-elle doucement en s'approchant de lui. « Le laudanum altère ton esprit. Tu vois des choses qui n'existent pas. »« Non !» répondit Heinrich d'une voix trop forte. Sarah jeta un coup d'œil vers le plafond, craignant que le client à l'étage n'ait entendu. « Je sais ce que nous avons fait, je sais ce que tu m'as fait faire, et je sais que cela doit cesser. » La conversation dura près d'1 heure, oscillant entre les sanglots et la colère. Sarah tenta de l'apaiser sans attirer l'attention des autres. Finalement, elle réussit à le convaincre de retourner à sa cabane, promettant qu'ils en reparleraient plus tard, après qu'il se soit reposé. Mais Sarah savait qu'il n'y aurait jamais de plus tard. Heinrich Zimmer était devenu un danger, et les dangers devaient être supprimés. Ce soir-là, après que le client se fut retiré, Sarah prépara un dîner spécial pour les frères Zimmer. Un repas d'apparat, dit-elle à Klaus, pour les remercier de leurs années de service loyal. Le menu comportait les plats d'eau préférés d'Heinrich, accompagnés d'un vin épicé contenant une dose concentrée de digital pourpre, assez pour arrêter un cœur en quelques heures. Heinrich mourut paisiblement dans son sommeil cette nuit-là. Sa mort fut attribuée à une crise cardiaque, comme tant d'autres avant lui. Klaus, plus modéré dans sa consommation de vin, survécut, mais au prix de graves lésions cardiaques qui le rendirent faible et dépendant des soins de Sarah. La mort d'Heinrich résolut le problème immédiat, mais en créa un autre. Malgré sa faiblesse, Klaus commença à poser des questions troublantes sur la disparition soudaine de son frère. Il avait remarqué les similitudes entre les symptômes d'Heinrich et ceux de plusieurs clients décédés. Sa loyauté vacillait sous le poids du soupçon et du chagrin. Margaret comprit alors que leur empire entrait dans une phase critique. Le réseau de confiance et de complicité qui les avait protégés pendant près de 20 ans commençait à se fissurer. Une enquête sérieuse révélerait des preuves qu'aucune influence ne pourrait dissimuler. Elle commença donc à préparer un plan de repli au cas où elle devrait abandonner le Millbrook Inn. La dernière victime à mourir à l'auberge fut Samuel Hartwell, un courtier en coton venu de Savannah, arrivé en mars 1851 avec plus de 1000 $ en pièces d'or et billets. Veuf d'une 50aine d'années, il voyageait vers le nord pour négocier des contrats avec des filatures de Pennsylvanie. Sa mort suivit le schéma habituel. Une défaillance cardiaque apparente après quelques longs jours d'une hospitalité exceptionnelle,
agrémenté de la compagnie intime de Catherine. Mais cette fois, les sœurs commirent une erreur fatale. Hartwell avait prévu de rencontrer un associé d'affaires à Pittsburgh à une date précise. Lorsqu'il ne se présenta pas, son collègue alerta les autorités locales en Virginie. Le shérif Thomas Brennan du comté de Millbrook, un homme compétent fort de 20 ans d'expérience, n'avait jamais été confronté à un cas comme celui des sœurs Cunningham. Son enquête commença simplement. Quelques de vérifications pour s'assurer que Hartwell avait bien séjourné à l'auberge et en était reparti en bonne santé. Margaret et Ezra fournirent donc les réponses habituelles, appuyées par des registres d'hôtes soigneusement tenus. Mais Brennan était plus persistant que les précédents enquêteurs. Bientôt, de petites incohérences émergèrent. Un maréchal ferrant du comté voisin se souvenait d'avoir ferré un cheval correspondant à la monture de Hartwell, plusieurs jours après la date supposée de son passage. Un marchand, lui, affirma avoir vendu des provisions à un homme qui lui ressemblait, mais dont le trajet ne correspondait pas non plus au registre. Des détails mineurs, certes, mais suffisants pour éveiller le doute. Brennan commença à examiner d'autres disparitions dans la région du Millbrook Inn, et le schéma qu'il découvrit était profondément inquiétant. Son enquête s'accéléra lorsqu'il remarqua qu'au cours des 20 dernières années, au moins 15 cas de disparition concernaient des voyageurs ayant séjourné chez les Cunningham. Pris isolément, ces cas pouvaient bon passer pour des accidents du voyage, mais leur concentration statistique était impossible à ignorer. Le shérif mena ses recherches discrètement, évitant d'alerter les sœurs ou leur entourage. La percée survint lorsqu'il rencontra Klaus Zimmer lors d'une rare descente de ce dernier en ville pour acheter des provisions. Toujours endeuillé et affaibli, Klaus parla plus que d'habitude. « Mon frère Heinrich, il était tourmenté avant de mourir », confia-t-il au shérif d'un ton hésitant. Il parlait de choses qui le tenaient éveillé la nuit. « Les montagnes gardent-mi bien des secrets, monsieur le shérif, et tous ne devraient pas rester enfouis. » Pour un enquêteur moins expérimenté, ces paroles auraient bien pu sembler anodines, mais Brennan y reconnut le signe d'un homme accablé par un lourd secret. Il organisa alors une rencontre privée avec Klaus, loin du Millbrook Inn, et c'est là que la vérité commença enfin à émerger. La confession de Klaus fut hésitante et fragmentaire. Des années de peur et de loyauté se heurtaient à la culpabilité et au doute, tandis qu'il livrait, morceau par morceau, ce qu'il savait. Il ne pouvait se résoudre à accuser explicitement les sœurs de meurtre, mais il fournit suffisamment de détails sur des activités nocturnes mystérieuses, des enterrements inexpliqués et la détresse croissante de son frère pour donner à Brennan les éléments nécessaires afin d'obtenir des mandats de perquisition. La descente au Millbrook Inn eut lieu à l'aube du 15 avril 1851, menée par une force de 8 adjoints, armés encerclant la propriété pour empêcher toute fuite. Brennan avait coordonné l'opération avec les maréchaux fédéraux afin de garantir que toute preuve recueillie soit traitée correctement. Reconnaissant que l'affaire pouvait impliquer des crimes commis à travers plusieurs États, les sœurs accueillirent dans l'arrivée des forces de l'ordre avec leur habituelle maîtrise. Margaret salua Brennan à la porte d'entrée avec une politesse inquiète, exprimant l'espoir de pouvoir aider dans l'enquête qui l'avait conduit jusqu'à leur domaine. Catherine parut sincèrement bouleversée à l'idée que quelque chose d'inapproprié ait pu se produire dans leur établissement respectable. Sarah proposa de préparer des rafraîchissements pour les officiers, tandis qu'Elizabeth semblait confuse et terrifiée par les accusations portées contre sa famille. Mais leurs prestations soigneusement répétées ne purent dissimuler les preuves physiques laissées par 20 années de meurtre. La fouille de la maison principale révéla plusieurs objets appartenant clairement à des voyageurs disparus. Une montre de poche en argent, gravée des initiales de Samuel Hartwell, un portefeuille en cuir contenant des documents d'affaires appartenant à Thomas Kellerman, ainsi qu'une collection de lettres et de photographies personnelles représentant des dizaines de victimes différentes. Plus accablant encore fut le jardin soigneusement entretenu de Sarah, rempli de plantes vénéneuses, plusieurs d'entre elles
n'ayant aucune application médicinale légitime. Sa collection de livres de botanique et de chimie révélait une expertise en toxicologie dépassant de loin les connaissances nécessaires à la préparation de simples remèdes domestiques. Dans sa chambre privée, les enquêteurs découvrirent des notes détaillant les effets et les dosages de diverses toxines végétales, ainsi que des registres correspondant clairement au décès de certains clients. La découverte des grottes funéraires constitua la dernière pièce du puzzle, confirmant l'ampleur des crimes des sœurs. Clouse, inculpé comme complice de meurtre, guida les enquêteurs jusqu'à l'entrée dissimulée derrière un éboulement de rochers. À l'intérieur des cavernes, exactement comme l'arpenteur des chemins de fer les retrouverait quelques mois plus tard, se trouvaient les restes squelettiques de 43 hommes, accompagnés d'effets personnels d'une valeur de plusieurs milliers de dollars. Chaque squelette racontait sa propre histoire de mort violente. Les perforations à la base de plusieurs crânes indiquaient que certaines victimes avaient été tuées rapidement à l'aide d'instruments tranchants, probablement alors qu'elles étaient inconscientes sous l'effet du poison ou de l'alcool. D'autres montraient des signes d'étranglement ou d'asphyxie. Quelques-unes semblaient être mortes uniquement d'empoisonnement, leurs os présentant les altérations chimiques associées à une intoxication aux métaux lourds. Le procès des sœurs Cunningham devint l'une des affaires judiciaires les plus sensationnelles de l'histoire de la Virginie. Les journaux du pays entier couvrirent Paul le cas, fascinés par l'histoire de 4 femmes ayant dirigé l'une des entreprises criminelles les plus réussies de l'histoire américaine. L'accusation, menée par le procureur du Commonwealth Daniel Hutchinson, présenta des preuves accablantes d'un complot ayant duré près de 20 ans et coûté la vie à plus de 40 personnes. Margaret maintint son innocence tout au long du procès, affirmant que les preuves de découverte à l'auberge avaient été placées là par des ennemis cherchant à détruire la réputation de sa famille. Catherine s'effondra complètement durant son témoignage, alternant entre dénégation et confessions en larmes qui impliquaient les 4 sœurs dans les meurtres. Sarah refusa de parler, conservant un silence stoïque que beaucoup interprétèrent comme un aveu de culpabilité. Élisabeth, la plus jeune et la plus sympathique des accusées, affirma avoir été contrainte par ses aînés et supplia la cour de lui accorder la clémence. La stratégie de la défense se concentra sur l'isolement et la vulnérabilité de 4 orphelines tentant de survivre dans un environnement frontalier dangereux. L'avocat des sœurs, Marcus Fairfield, soutint qu'elles avaient été poussées à des mesures désespérées par des circonstances hors de leur contrôle, et que leur jeunesse et leur sexe devaient être pris en compte comme circonstances atténuantes. Mais l'ampleur et l'horreur de leurs crimes rendaient toute compassion difficile. Le jury délibéra moins de 3 heures avant de rendre un verdict de culpabilité pour les 4 accusés sur plusieurs chefs de meurtre au premier degré. Le verdict fut rapide et définitif. Margaret, Catherine et Sarah furent condamnées à la pendaison, leur exécution fixée au 12 octobre 1851. Élisabeth, en raison de son jeune âge au moment où les crimes commencèrent et de sa coopération apparente avec les autorités, reçut une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les exécutions eurent de lieu comme prévu, un matin d'octobre gris, en présence de centaines de spectateurs venus assister à la fin de l'histoire des sœurs Cunningham. Margaret affronta la mort avec le même calme glacial qu'elle avait affiché durant tout le procès, sans exprimer ni remords ni explication. Catherine et Sarah se tinrent ensemble sur l'échafaud, se serrant la main tandis que les nœuds, coulants, étaient placés autour de leur cou. Un dernier geste de solidarité fraternelle, en contraste brutal avec la cruauté méthodique qu'elles avaient infligée à leurs victimes. Elizabeth Cunningham fut transférée au pénitencier d'État de Virginie, à Richmond, où elle passa les 37 dernières années de sa vie. Les registres de prison indiquent qu'elle maintint son innocence jusqu'à sa mort, en 1888, affirmant sans cesse avoir été manipulée par ses sœurs plutôt que complice volontaire de leurs crimes. Elle ne reçut jamais de visiteurs et ne laissa aucun témoignage écrit de ses années passées au Millbrook Inn. Klaus Zimmer,
bénéficiaire d'une immunité en échange de son témoignage, disparut peu après la fin du procès. Certains rapports le situèrent dans l'Ohio, d'autres dans le Missouri, mais il ne fut jamais retrouvé officiellement. Le traumatisme de la mort de son frère et son rôle dans la révélation des crimes des sœurs semblaient l'avoir brisé, incapable de se fixer ni de nouer des relations durables. Ezra Hawthorne fut inculpé comme complice de meurtre, mais son grand âge et sa coopération avec les autorités lui valurent une peine réduite de 10 ans de prison. Il mourut en détention en 1854, affirmant toujours qu'il n'avait jamais soupçonné la véritable nature des activités des sœurs et qu'il avait cru leurs explications sur les diverses morts et disparitions. Le Millbrook Inn fut vendu aux enchères afin de satisfaire les jugements rendus contre la succession des Cunningham. Les nouveaux propriétaires, une famille Fletcher de Richmond, tentèrent de continuer à l'exploiter comme une auberge respectable, mais la réputation infâme du lieu empêcha d'attirer des clients. Le bâtiment resta vide pendant plusieurs années avant d'être racheté par une société minière qui le démolit et convertit le terrain à un usage industriel. La mine de cuivre, où les restes des victimes furent découverts, fut définitivement scellée par ordre du tribunal, avec une simple pierre commémorative, érigée à la mémoire des 43 hommes morts au Millbrook Inn. La stèle, qui selon les sociétés historiques locales, se dresse encore aujourd'hui, porte seulement l'inscription « Ici reposent des voyageurs inconnus, 1832-1851. Puissent-ils trouver dans la mort la paix qui leur fut refusée durant leur vie ». L'affaire eut des répercussions considérables sur la réglementation des auberges et hôtels en Virginie et dans les États voisins. De nouvelles lois imposèrent des procédures d'enregistrement plus détaillées des voyageurs, la déclaration obligatoire des décès de clients aux autorités locales et des inspections régulières des établissements accueillant des visiteurs. Les « lois Cunningham », comme on les appela, restèrent en vigueur jusque bien dans le XX siècle. Mais plus encore, l'affaire du Millbrook Inn devint un avertissement durable sur les dangers de l'isolement et le potentiel du mal à prospérer loin de tout contrôle civilisé. Les enquêteurs commencèrent à prêter davantage attention aux schémas de disparitions autour d'établissements isolés, ce qui mena à la découverte de plusieurs opérations criminelles plus modestes, qui, sans cela, seraient restées ignorées. L'enquête financière révéla l'ampleur réelle du succès des sœurs. Leur patrimoine, terres, investissements et avoirs liquides étaient évalués à plus de 50 000 $, une fortune colossale pour l'époque. Cet argent servit à indemniser les familles des victimes lorsque cela était possible et à financer des améliorations des capacités policières dans les régions reculées de Virginie. Les criminologues de moderne, ayant étudié l'affaire, notent plusieurs facteurs expliquant l'extraordinaire réussite des sœurs. Une sélection minutieuse des victimes, des méthodes de meurtre sophistiquées, d'excellentes techniques de dissimulation et surtout une couverture parfaite qui rendait leurs crimes presque invisibles aux yeux des enquêteurs de l'époque. L'isolement de leur emplacement offrait une intimité pour leurs activités, tandis que leur réputation d'hospitalité attirait un flux constant de victimes potentielles. Les profils psychologiques établis par des experts modernes suggèrent donc que Margaret était l'architecte principal de l'opération, possédant les traits de personnalité antisociale et les compétences organisationnelles nécessaires pour planifier et exécuter une entreprise criminelle aussi complexe. Catherine souffrirait probablement de ce qui serait aujourd'hui reconnu comme un trouble de la personnalité borderline, la rendant capable de former des liens émotionnels intenses, mais finalement dénués de sens avec ses victimes. L'expertise de Sarah en poison suggère une fascination pour la mort et le contrôle, frôlant le sadisme. Le rôle d'Elizabeth reste le plus ambigu. Elle fut-elle une participante volontaire ou une complice contrainte? Il se peut que la réponse ne soit jamais définitivement connue. Ce qui rend l'affaire du Millbrook Inn particulièrement glaçante, c'est la facilité avec laquelle elle aurait pu continuer indéfiniment. Si Heinrich Zimmer n'avait pas subi sa rupture psychologique,
ou si le shérif Brennan avait été moins persistant dans son enquête, les sœurs auraient pu poursuivre leurs activités pendant plusieurs décennies. La découverte aléatoire de leurs crimes nous rappelle que de nombreux délits historiques ont pu passer complètement inaperçus, leurs auteurs emportant leurs secrets dans des tombes anonymes. L'histoire des sœurs Cunningham met également en lumière la vulnérabilité des voyageurs à l'époque pré-industrielle. Lorsque la communication était lente et les déplacements dangereux, un homme pouvait disparaître entre deux villes sans être recherché pendant des mois, voire jamais. Les sœurs exploitaient cette vulnérabilité avec une efficacité impitoyable, transformant l'industrie de l'hospitalité elle-même en arme contre les isolés et les solitaires. Le folklore local de l'ouest de la Virginie conserva des versions déformées de l'histoire de Millbrook Inn pendant des générations. Certains récits dépeignaient les sœurs comme des victimes des circonstances, poussées à des mesures désespérées par la pauvreté et l'isolement. D'autres les transformaient en entités surnaturelles, attirant les victimes par des moyens magiques plutôt que par la simple manipulation. La vérité, révélée par les archives judiciaires et les témoignages contemporains, est à la fois plus banale et plus terrifiante que n'importe quelle histoire de fantôme. L'emplacement physique du Millbrook Inn resta une source de superstition locale jusque dans le XXe siècle. Chasseurs et randonneurs rapportaient avoir trouvé des artefacts inhabituels dans la région. Vieux boutons, morceaux de vêtements, objets métalliques y rouillés ayant peut-être appartenu aux victimes des sœurs. Que ces découvertes soient des reliques authentiques ou simplement le fruit d'imagination trop fertile, influencée par l'histoire notoire du lieu, reste inconnu. Plusieurs tentatives furent faites au fil des années pour localiser d'autres sites d'enterrement pouvant contenir des victimes éliminées par d'autres méthodes. Des relevés par radar pénétrant le sol, réalisés dans les années 1980, identifièrent plusieurs anomalies du sol compatibles avec des tombes non marquées, mais des considérations légales et éthiques empêchèrent toute excavation approfondie. La possibilité demeure que les 43 victimes retrouvées dans la mine ne représentent qu'une partie du nombre total de meurtres des sœurs. Le dossier Cunningham, conservé aux archives d'État de Virginie, continue d'attirer chercheurs et historiens amateurs, fascinés par l'une des opérations de meurtre en série les plus réussies d'Amérique. Les registres détaillés, tenus par Margaret Cunningham, combinés aux notes botaniques de Sarah et aux preuves matérielles récupérées sur la propriété, offrent un tableau exceptionnellement complet de la manière dont de tels crimes étaient planifiés et exécutés au XIXe siècle. Cette affaire nous montre à quel point le mal peut se cacher derrière une façade de respectabilité et comment l'isolement peut fournir la couverture parfaite pour les crimes les plus odieux. L'histoire des sœurs Cunningham nous rappelle que les monstres ne ressemblent pas toujours à des monstres. Parfois, ils prennent l'apparence de charmantes hôtesses, offrant aux voyageurs fatigués exactement ce dont ils ont le plus besoin. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que tout a été révélé ou reste-t-il encore des secrets enfouis dans ces montagnes de Virginie? Laissez votre commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez s'être réellement passé au Millbrook Inn. Si vous avez aimé ce récit et souhaitez d'autres histoires horrifiques similaires, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et partagez avec quelqu'un qui adore les mystères. Le passé regorge de secrets sombres, attendant d'être découverts, et je serai là pour vous aider à les explorer. À bientôt dans la prochaine vidéo où nous découvrirons un autre chapitre de l'histoire cachée du terrorisme en Amérique.